France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de géopolitique de France Info et de France 24. Où l'on va s'intéresser aujourd'hui à la Tunisie, où un nouveau président vient d'être élu. Et on va en parler avec l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis. Christophe, on va démarrer justement avec un peu de géographie. La Tunisie est un petit pays de l'autre côté de la Méditerranée. Et on va faire un peu de géographie effectivement avec cette carte, on le voit, la Tunisie qui est donc bordée au nord par la mer Méditerranée, plus de 1148 km de côte. Juste ici, il y a la petite île de Lampedusa. Tunis est donc la capitale. Ce pays qui est donc bordé par l'Algérie avec une frontière de plus de 950 km. Et puis de l'autre côté, il y a ici la Libye, 459 km donc de frontière entre ces deux pays. Il faut savoir également que près d'un tiers du pays, juste ici justement, est composé par le désert du Sahara. Et les révolutions arabes ont démarré en Tunisie. Alors justement, on va le voir, ces révolutions qui ont commencé en Tunisie, c'était une date historique que l'on va retenir, bien évidemment, c'était le 17 décembre 2010. Cela s'est passé donc à Sidi Bouzid. C'était le point de départ de la révolution avec Ben Ali, qui est donc parti du pays. Et en ce mois d'octobre 2019, s'ouvre donc presque 10 ans après une nouvelle page de la politique pour la Tunisie, de nouvelles élections législatives, d'une part avec une assemblée morcelée, une mosaïque de partis. Et finalement, on le voit ici, aucune majorité. Donc c'est forcément un peu compliqué pour composer un gouvernement. Et le dimanche 13 octobre dernier, au deuxième tour de la présidentielle, il y a deux candidats atypiques qui se sont opposés. Vous le voyez ici sur cette image, Nabil Karoui, il a 56 ans, il est propriétaire de la première télévision privée et il était en prison depuis plusieurs semaines pour fraude fiscale. Il a été libéré 3 jours avant le scrutin du deuxième tour de la présidentielle. Face à lui, cet homme, Kais Saïd, il a 61 ans, c'est un juriste indépendant et c'est finalement ce dernier novice en politique qui, vous le voyez, a remporté cette élection à près de 72% des voix. Et ce sont des jeunes qui l'ont élu, Kais Saïd. Regardez ces témoignages à Tunis. C'est un homme honnête, il ne triche pas, il aime la Tunisie, son parole et ses discussions sont bien claires et il n'y a pas de... Il est un professeur universitaire, tu vois, donc il est incomparable avec un homme qui est juste un homme d'affaires, qui n'a pas dépassé même le 3e année primaire ou le 4e année primaire. Donc on doit penser un peu pour notre nouvelle génération. Tu vois. Le peuple était à l'unisson pour la première fois depuis 2011. Et c'est une révolution, ce n'est pas des élections présidentielles. Oui, c'est une deuxième révolution, ce n'est pas des élections présidentielles. Et Kais Saïd est un universitaire, un néophyte en politique. Regardez son portrait, Anaïn Saïdani de France 24. C'est l'outsider qui a réussi son pari. Sans parti derrière lui, à 61 ans, costume toujours irréprochable, Kais Saïd fait figure de novice en politique. L'universitaire professeur de droit a fait campagne sur ses deniers personnels, aucun meeting. Pour séduire les électeurs, il arpente les rues des villes tunisiennes au contact de la population. Cette image de citoyen comme les autres, c'est pour lui une marque d'indépendance. Je ne suis le candidat d'aucun parti. Je suis indépendant, je le resterai, je l'étais et je le resterai. Kais Saïd, l'homme qui veut montrer patte blanche et que l'on surnomme Monsieur Propre, mais aussi Robocop à cause de sa diction rigide. Le constitutionnaliste est aussi rigoriste quand il s'agit d'appliquer tous les textes. L'affaire est tranchée par le Coran. Nous ne sommes pas là pour interpréter le texte coranique. Ceux qui veulent léguer à égalité entre les hommes et les femmes, eh bien qu'ils le fassent de leur vivant. Conservateur assumé, il s'est fait connaître sur les plateaux de télévision en défenseur de la Constitution. Il appelle à la refonte du système politique et à la suppression du Parlement dans sa forme actuelle. Selon lui, les hommes politiques ont trahi l'esprit de la révolution. Lui promet de le restaurer.
Et ces élections sont une nouvelle étape pour la jeune démocratie tunisienne, comme nous l'explique Kari Yayaoui, qui est l'envoyé spécial de France 24 à Tunis. Personne n'imaginait il y a quelques mois encore que Kais Saïed, austère prof de droit constitutionnel, allait être le deuxième président démocratiquement élu de l'ère post-Ben Ali. Au premier tour de la présidentielle et lors des législatives, les Tunisiens qu'on a rencontrés étaient souvent désabusés, parfois en colère, contre des partis politiques qui ont échoué, occupés à faire des petits arrangements les uns avec les autres. Dans les derniers jours de la campagne, la libération de l'autre candidat, Nabil Karoui, jusque-là emprisonné sur des soupçons de fraude et de blanchiment, a ravivé l'intérêt de certains Tunisiens. Des Tunisiens qui ont pu s'enorgueillir de la tenue d'un débat télévisé inédit entre les deux hommes. Kais Saïed est une figure controversée pour ses positions conservatrices sur certains sujets. Mais son élection est aussi la démonstration de la réalité de la démocratie tunisienne. C'est ce que nous ont souvent confié ses électeurs. Un homme sans parti, sans état-major, qui n'a pour ainsi dire pas fait campagne au sens classique du terme, mais dont les idées ont trouvé de puissants relais sur les réseaux sociaux. Un homme bien loin, semble-t-il, des figures du passé, comme Bourguiba ou Ben Ali. Et de cette élection, de cette démocratie, on va en parler justement avec notre invitée Sophie Bessis. Bonsoir, vous êtes historienne, auteure de l'histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours aux éditions Talendier. Bonjour Sophie Bessis, merci d'être avec nous. On le surnomme Robocop, Kais Saïed. Est-ce qu'il est le président du Rassemblement? Qui est-il? Écoutez, qui il est, c'est encore une énigme pour une bonne part des Tunisiens, dans la mesure où il est apparu sur la scène publique très récemment. Alors, cela ne veut pas dire qu'il était totalement inconnu, comme l'a dit votre correspondant. Il était connu évidemment dans les milieux juridiques et universitaires juridiques, puisqu'il est enseignant en droit à la faculté des sciences juridiques de Tunis. Et il s'était fait connaître également sur les médias télévisuels, parce que depuis 2011, il commentait tous les débats constitutionnels pendant toute la période de la Constituante. Comment expliquer que les jeunes aient voté pour lui? Alors qu'il est conservateur. Oui, mais quand on est jeune, on n'est pas forcément progressiste. Il y a des jeunes conservateurs. Et je crois que Kais Saïed est un petit peu à l'image de ce qu'est la Tunisie aujourd'hui. D'abord, pourquoi les jeunes ont voté pour lui? Parce que les jeunes, majoritairement, sont désenchantés en Tunisie. Ce sont les jeunes éduqués, essentiellement, qui ont voté pour lui, les jeunes diplômés, et les jeunes diplômés au chômage. Vous savez qu'il y a des dizaines de jeunes diplômés d'études supérieures qui sont au chômage en Tunisie et qui attendaient de la révolution de 2011 des dividendes sociaux. Et une partie de la population tunisienne attendait de la révolution de 2011 des dividendes sociaux. Lesquels dividendes sociaux ne sont jamais venus. C'est-à-dire que du temps du parti, où le parti Ennahda a été pratiquement seul au pouvoir de 2011 à 2013, il a soigné sa clientèle, mais sans faire de politique économique et sociale. Et les deux gouvernements qui se sont succédés sous la présidence de feu Béji Caïd Sebsi de 2015 à juillet dernier, enfin ou à maintenant, eh bien, n'ont pas eu de politique économique, n'ont pas eu de politique sociale. Donc, il faut d'abord voir cette élection comme une réplique du dégagisme de 2011. La démocratie tunisienne fait figure d'exception dans le monde arabe quand on regarde à côté l'Égypte ou la Syrie. Comment expliquer cette singularité tunisienne? Écoutez, cette singularité tunisienne, l'expliquer en 5 minutes serait une performance que je n'arriverai pas à remplir. Mais c'est un pays qui, depuis toujours, est très urbanisé, qui a des élites nombreuses, qui est un pays qui, au début de son indépendance, a énormément misé sur l'éducation. Et vous savez que pendant les 10 ou 15 premières années de l'indépendance, l'éducation, c'était 30% du budget. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc il y a toute une tradition relativement consensuelle dans ce pays. Ce pays qui n'est pas exempt de conflits par ailleurs, bien sûr. Et on a pu voir que même les crises les plus profondes depuis 2011 sont parvenues à se résoudre à l'intérieur du champ politique, c'est-à-dire sans avoir recours au conflit armé, sans avoir recours à des formes exacerbées de violence. Il y en a eu de la violence, il y a eu 2 assassinats politiques en 2013, mais on finit toujours par trouver des compromis. Et nouvelle constitution en 2014, les Tunisiens, justement, ils sont attachés à cette constitution? Cette constitution, qui est une constitution de compromis entre les 2 pôles
de la vie politique tunisienne, qui est le pôle, disons, tournant autour de l'islam politique et le pôle tournant autour de l'héritage moderniste du premier régime de l'indépendance, sont parvenus à un compromis. Les Tunisiens étaient contents d'avoir une constitution dans l'ensemble. Et moi, je me souviens très bien... Ils y sont attachés. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui, même si il ne faut pas oublier qu'une large partie des Tunisiens et des Tunisiennes sont en dehors des institutions, puisqu'ils s'abstiennent aux élections. Alors, Kais Saïed a remporté l'élection présidentielle avec un taux de participation de 58%, qui est le taux de participation le plus élevé depuis 2011, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Alors avec quel gouvernement va-t-il travailler? Parce qu'on sait, on a vu justement cette mosaïque à l'Assemblée. Donc Enarda est arrivé en tête, mais n'a pas du tout de majorité. Donc comment ça va se passer? Écoutez, ça va se passer évidemment par la formation d'alliances. Il est difficile d'imaginer. Et aujourd'hui, les partis politiques sont en pleine tractation entre eux. C'est-à-dire les partis arrivés, Ennahda qui a 52 députés, le parti de Nabil Karoui qui a 38 députés, si mes souvenirs sont bons, quelques autres partis satellites. Mais il y a une inconnue. Il y a une inconnue, c'est que le nouveau président de la République s'est toujours proclamé indépendant et sans parti. Donc, il n'a pas de parti. Mais il va bien falloir qu'il s'appuie sur une coalition de partis politiques. Quelle sera-t-elle? On ne le sait pas encore. Et quelles vont être les relations entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, qui est issu, lui, de cette coalition de partis politiques? Le mantra du nouveau chef de l'État, son message a été le pouvoir au peuple. Le peuple veut. Alors, est-ce qu'il va essayer de démanteler les institutions, c'est-à-dire de jouer le peuple contre les institutions? En a-t-il les moyens? Ce n'est pas certain. Le chef de l'État, la Tunisie est un régime parlementaire, donc le chef de l'État a relativement peu de pouvoir. Alors, pendant la campagne, justement, on va voir que les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur. Kais Saïed n'a pas fait campagne dans les médias traditionnels, mais en revanche, vous allez le voir sur les réseaux sociaux, on a retrouvé une petite vidéo, justement, pour vous. C'est Kais Saïed en Super Mario. Regardez. Et c'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent Bienvenue dans la deuxième partie du Monde, dans tous ces États où l'on s'intéresse donc à la Tunisie, qui vient d'élire un nouveau président, Kais Saïed. Et on va faire un peu d'histoire. Habib Bourguiba, c'est le père de la nation tunisienne. Et on va le voir grâce à ces images de l'INA. Nous sommes donc en 1955, quand le héros de l'indépendance tunisienne revient triomphalement d'exil. Il destitue alors le roi et il devient le fondateur de la République en 1957. Quelques années plus tard, il se sacre président à vie de la Tunisie en modifiant la Constitution. Donc en 1975, il marquera surtout les esprits en créant un code civil révolutionnaire dans un État musulman. Il va faire évoluer son pays avec des réformes importantes. On va le voir, l'éducation, mais aussi le droit des femmes, inédit dans le monde arabe, comme l'abolition de la polygamie, la répudiation, l'autorisation du divorce ou encore le droit de vote. C'était en 1957. Bourguiba restera finalement 30 ans à la tête du pays. Et en 1987, Ben Ali
Ali destitue Habib Bourguiba. Ben Ali qui est perçu au départ comme un homme d'État moderne. Et c'est le tombeur du président Bourguiba qui avait soulevé un immense espoir. On le voit ici en 1987 lorsqu'il devient Premier ministre. Puis un mois plus tard, président, il a finalement mis en place un État policier, autoritaire. Les opposants sont envoyés en prison. Il muselle la presse. La corruption est généralisée. Et des ONG dénoncent sa politique en matière des droits de l'homme. On le qualifie de dictateur. Mais il y a aussi une captation de la richesse du pays du clan Ben Ali, confondant son compte en banque avec les caisses du pays. Cela sert au réseau de blanchiment du clan Trabelsi. C'est sa femme, l'épouse du président, Leïla. D'une main de fer, il va donc tenir le pouvoir pendant 23 ans. La révolution de 2011 va donc marquer sa chute, puis son exil en Arabie Saoudite. C'est là où il va décéder en septembre 2019. Et après la révolution, le monde entier découvre la kleptocratie de ce clan, justement, Ben Ali Trabelsi. Regardez ces images, c'est la télévision tunisienne qui est rentrée dans l'une des maisons des Ben Ali. Et regardez, c'était donc en 2011, juste après la révolution. Ce n'est pas la caverne d'Ali Baba, mais une partie du trésor de Ben Ali. Les Tunisiens savaient que leur ex-président cumulait une fortune colossale. La télévision hier soir leur en a apporté la preuve, par l'image. Des placards entiers de liasses de centaines de milliers d'euros, de dollars, de dinars tunisiens, cachés dans des boîtes, des mallettes, derrière une fausse bibliothèque ou dans un bar. Le couple Ben Ali ne manquait pas d'imagination, encore moins de ressources. Des diamants, des parures en or, aussi précieuses que lourdes, sur des étagères entières. Je ne connais pas la valeur de toute cette joaillerie. Je me demande la valeur réelle de tout ça. Je ne sais pas si tout appartient à la famille Ben Ali et d'où ces bijoux proviennent. D'après Transparency International, la fortune de Ben Ali, de son épouse et de son clan était estimée à plus de 7 milliards d'euros. Ensemble, ils contrôlaient 30 à 40% de l'économie du pays. Pour les Tunisiens, cette découverte dépasse l'entendement et surtout toute décence. Hier soir à la télévision, il y avait comme l'impression amère d'un mauvais remake de La Folie des grandeurs. Voilà, reportage donc de l'époque, c'était donc en 2011. On ne sait pas, Sophie Bessis, si finalement ce reportage était, en tout cas cette trouvaille était authentique. Écoutez, la kleptocratie du clan Ben Ali est parfaitement authentique et parfaitement vraie. Et le clan Ben Ali, c'est-à-dire la famille de son épouse et ses familles à lui, ont mis le pays en coupe réglée. Cela dit, ces images-là, il n'a jamais pu être prouvé qu'elles étaient vraies. Est-ce que ce coffre-fort masqué par une bibliothèque existait ou pas? Une mise en scène. De toute façon, c'est anecdotique en définitive, hein, parce que la réalité de la prédation est là. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2014, en fait, le clan Ben Ali possédait environ 25% des actifs de l'économie tunisienne. Voilà, ça c'est le chiffre le plus crédible qui est donné sur des statistiques fiables de la Banque mondiale. Des actifs détenus aussi à l'étranger, mais les Tunisiens n'ont jamais vu le retour de ces actifs. Quelques petits remboursements de la part de la Suisse, entre autres. Mais vous savez, il est extrêmement difficile. C'est le cas pour tous les régimes de prédation. Il est extrêmement difficile de remettre la main sur l'argent volé dans la mesure où cet argent emprunte des circuits très opaques, très sophistiqués. Aujourd'hui, vous savez que dans le monde entier, il y a des pléiades de sociétés qui sont faites pour recycler cet argent dans les paradis fiscaux, à travers des sociétés écrans. Donc c'est long, c'est difficile et c'est loin d'être achevé, effectivement. Bourguiba, on a vu qu'il a mis l'accent sur l'éducation et l'émancipation des femmes, Sophie Bessis, mais il n'a pas réformé l'héritage. Il n'y a pas d'égalité, en fait, entre les hommes et les femmes en matière d'héritage en Tunisie. Et le président actuel, donc celui qui vient d'être élu, Kais Saïed, a déclaré qu'il ne reviendrait pas sur cette inégalité. Pourquoi, finalement? Alors, c'est un vieux débat. Effectivement, le code du statut personnel, que vous appelez code civil, mais qui est en réalité le code du statut personnel, accorde le 13 août 1956, il entre en vigueur le 1er janvier 1957, des droits qui n'existent encore aujourd'hui nulle part ailleurs dans le monde arabe, dont
l'abolition de la polygamie, l'égalité totale devant le divorce, et puis en plus, une politique de planning familial à partir du début des années 60 extrêmement importante. Vous savez que la Tunisie a autorisé totalement l'avortement avant la France, l'interruption volontaire de grossesse. D'où le statut de la femme tunisienne dont on a toujours parlé. Absolument. Mais, pour autant, le code du statut personnel et les lois qui l'ont amélioré au cours des années, y compris sous Ben Ali d'ailleurs, n'instaure pas une complète égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a encore ce qu'on appelle un privilège de masculinité dans la loi incontestable, dont l'héritage est le côté central. Vous savez que dans l'acception classique du dogme coranique, effectivement, à degré de parenté égal, les filles touchent la moitié de la part des garçons. Et le code du statut personnel a maintenu, disons, cette prescription inégalitaire. Alors, Bourguiba... Toujours en vigueur et qui manifestement ne risque pas de changer, à en croire le nouveau président. Il y a eu de la part du défunt président Kaïd Essebsi une volonté de le changer, dans la mesure où il avait nommé une commission pour réfléchir sur l'élargissement des libertés individuelles. Laquelle commission avait préconisé l'égalité dans l'héritage. Cela a fait débat. Le parti islamiste Nahda et d'autres conservateurs, parce qu'il n'y a pas seulement le parti islamiste qui est conservateur en Tunisie, ont bloqué le débat à l'Assemblée. Et donc la loi n'a pas pu être promulguée dans la législature qui se termine. Alors justement, ce parti, Enarda, dont vous parlez, est en tête de... Juste un mot, si vous permettez. Effectivement, le nouveau président de la République, qui est sociétalement un conservateur, a dit que... il fallait suivre la prescription coranique de l'inégalité dans l'héritage. Il y a de nombreuses femmes qui souhaitent cette égalité en Tunisie, en tout cas. Bien entendu. Alors ce parti islamo-conservateur est en tête de l'Assemblée sans être majoritaire. Quelle est justement son influence? A-t-il évolué? C'est une grande question. Il a le premier groupe à l'Assemblée sans être majoritaire, puisqu'il dispose de 52 députés sur un total de 217. Vous voyez, ça fait un petit quart, ça ne fait pas plus. Alors, est-ce qu'il a évolué? Je pense que le parti islamiste Nahda a des capacités stratégiques et tactiques à évoluer, incontestablement, et a voulu, au cours de ces dernières années, se donner une image d'islamisme présentable, si vous voulez, dans la mesure où il préfère ses dirigeants et ses communicateurs préfèrent se présenter comme un parti conservateur musulman plutôt que comme un parti islamiste. Mais il y a, sur ce chapitre, des dissensions très grandes à l'intérieur de ce parti, qui a, disons, une aile dure et une aile plus politique, je dirais pas moins dure, mais plus politique. Mais il faut bien se rendre compte que les fondamentaux idéologiques et politiques du parti islamiste n'ont pas réellement changé. Les droits des femmes pourraient être menacés en Tunisie aujourd'hui? Écoutez, pas dans l'immédiat, je pense. Pas dans l'immédiat, c'est-à-dire que le nouveau président de la République a dit qu'il ne toucherait pas au code du statut personnel. Il n'en a pas le pouvoir, d'ailleurs, ne l'oublions pas. Mais qu'il n'y toucherait pas, mais que ce serait le code, tout le code, mais rien que le code. Voilà. L'économie tunisienne, en tout cas, est fragile. Taux de chômage qui représente 15% de la population active. Un tiers des diplômés de l'enseignement supérieur est au chômage. Témoignage tout de suite. J'ai étudié le droit, mais après avoir obtenu mon diplôme, je me suis retrouvé au chômage. Et ça fait maintenant 10 ans que c'est le cas. Je me suis marié et mon épouse, elle aussi, a fait un master de droit. Bien sûr, elle aussi est au chômage. Et nous avons un petit garçon. Le problème principal, c'est le manque d'emploi, particulièrement ici à Bir Ali Ben Khalifa. Il n'y a presque aucune fabrique, pas d'usine, pas de zones industrielles, il n'y a rien, pas d'employeurs. Un citoyen a des devoirs, aller voter par exemple, ça on est bien d'accord. Mais le citoyen a aussi des droits, et cette contrepartie-là, elle n'existe pas du tout. Le droit à avoir un travail, à une couverture sociale, à l'assurance santé, nous n'avons rien de tout ça. On ne peut même pas emmener un enfant se faire soigner quand il est malade. Après la Révolution, on s'attendait à ce que notre niveau de vie augmente. De 10 ou 20%. On pensait que les responsables politiques allaient trouver des solutions. Mais la vérité, c'est qu'ils n'en ont même pas l'intention. Il n'y a pas de volonté d'améliorer les choses. Voilà, le redressement de l'économie est donc un point important, un défi important. Il y a un autre défi important, c'est la sécurité, mais aussi le terrorisme. Effectivement,
depuis 2012, à partir de 2012, les premiers commandos terroristes ont commencé à œuvrer en Tunisie et à s'installer sur la frontière algéro-tunisienne, dans les zones montagneuses de la frontière algéro-tunisienne. Première séquence, le pouvoir islamiste de l'époque a fait preuve d'un laxisme tout à fait dommageable, disons, à la lutte contre le terrorisme, puisque même certaines officines liées à ce parti ont envoyé des djihadistes sur le front syrien et irakien. Vous savez que la Tunisie est malheureusement le pays arabe qui a envoyé par rapport à sa population le plus grand nombre de djihadistes que les spécialistes estiment à 4 à 6 000. Un attentat sur cette plage également en 2015. Oui, d'abord l'attentat du Bardo. Aujourd'hui, c'est sûr ou pas comme pays? Quoi donc? La Tunisie. Oui, je crois. Enfin, c'est un pays aussi sûr que peuvent l'être tous les pays du monde aujourd'hui. Il peut y avoir un attentat dans les rues de Paris. Il peut y avoir un attentat partout. En Tunisie, la lutte contre le terrorisme a fait des progrès incontestables. Maintenant, la Tunisie n'est pas à l'abri, comme n'importe quel autre pays, je vous le dis, d'un attentat, dans la mesure où vous savez à quel point il peut y avoir d'ailleurs ce qu'on appelle en France des loups solitaires qui font un attentat, lequel est revendiqué par la suite par l'organisation État islamique. Donc la Tunisie n'est pas plus à l'abri, mais elle n'est pas davantage aujourd'hui touchée par le terrorisme, et il n'y a pas eu, durant toute la saison touristique par exemple, il n'y a eu aucune alerte cette année. Merci Sophie Bessis d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Votre dernier livre, je le cite une nouvelle fois, l'histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, et c'est aux éditions Talendier. Merci encore. Merci Christophe. Merci à toutes les deux. Vous pouvez rester bien évidemment avec nous. Vous pouvez retrouver également cette émission Le Monde dans tous ses états. C'est sur le site internet de France Info, également sur le site internet de France 24.